Donc voilà, je vais faire des petits faits, je vais vous dire des petits faits en attendant que tout le monde se connecte et comprenne bien comment ça fonctionne, pour patienter. Alors, j'ai noté quelques petites choses. La température à San Diego tourne autour de 21 degrés toute l'année. Donc on est en juillet et on dirait que les planètes sont alignées parce que il fait 21 degrés aujourd'hui. Bienvenue à San Diego. L'hiver c'est plus, ça tourne autour de 13-14, mais il y a quand même des belles journées autour de 20 degrés. Et l'été ça va jusqu'à 30, mais pas non plus très très chaud quoi. On n'est pas dans le sud de la France, donc c'est vraiment un climat tempéré et c'est super agréable toute l'année. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de saison et ça peut manquer. Voilà. Autre chose, le premier triathlon officiel a eu lieu à San Diego en 1974 sur l'île de Fiesta Island, parce que justement on peut faire du vélo, on peut se baigner, on peut courir, c'est parfait. Top Gun a été tourné à Oceanside. Le film Top Gun a été tourné à Oceanside, qui est un petit peu au nord de San Diego. Et le Comic Con, la célèbre festival de BD en fait, a lieu ici en juillet tous les ans. Bon, évidemment pas cette année. En 1974, quand ça a commencé, il y avait 100 personnes et aujourd'hui il y a 130 000 personnes. Donc c'est assez énorme comme festival. Après le premier employeur de San Diego, c'est la Navy. Et oui, il y a beaucoup de de militaires ici. La capitale mondiale de l'avocat se trouve à 1 heure de San Diego, même moins d'1 heure, c'est quand même la classe. Ça s'appelle Fallbrook, et pour ceux qui connaissent, le chanteur Jason Mraz, que moi j'aime bien, a une ferme ici d'avocats. Et d'ailleurs, à San Diego, il y a 7000 fermes, pas d'avocats, mais de tout, mais c'est la ville où il y a le plus de fermes aux États-Unis. Voilà. Donc, bon, je vais commencer la visite maintenant officielle. Voilà, donc bienvenue sur la visite de La Jolla à San Diego. Alors, où sommes-nous? Je vais vous montrer des cartes. Voilà. J'ai, c'est la première fois que je fais une visite virtuelle. D'habitude, je suis guide, mais pour des gens qui sont face à moi. Donc, c'est une première. Alors, on va tenter, on va voir ce que ça donne. Mais merci de commenter, merci de participer, ça fait plaisir. Et puis, si je lis pas tout de suite, je lirai plus tard. Super, Rosalie, Jason, bah génial. Bon, bah, je passe à la connaître, c'est cool. Merci. Alors, donc, où sommes-nous? On est ici. Alors, je vais retourner la caméra. Voilà, je vais vous montrer une petite carte. On est ici, donc aux États-Unis, en Amérique, au USA, en Californie. Hop, la petite flèche. Ici, à San Diego. Et là, je retourne la carte. Et boum, on est en Californie, toujours à San Diego, qui est à la frontière avec le Mexique, mais vraiment, on touche le Mexique en fait, Tijuana. Au-dessus, il y a Los Angeles, qui est seulement à 2 heures, quand il n'y a pas de trafic, de San Diego. Et puis là, ici, on est à San Francisco, c'est à environ 7 heures de route. Et voilà, la Californie entourée de l'Oregon, Nevada, Arizona, Mexique. Et San Diego, boum, avec La Jolla. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour de La Jolla. Donc voilà, La Jolla, c'est au nord de San Diego, c'est un quartier. C'est un quartier de San Diego, mais c'est enclavé dans la ville en fait. C'est un peu une ville malgré tout. Donc on va commencer à marcher déjà. Hop, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Moi je viens ici souvent, mais je m'en lasse pas en fait. Parce que d'abord c'est toujours différent et parce que c'est toujours beau. Voilà. Hop. Là on arrive sur un petit chemin. C'est un petit chemin que j'avais découvert au tout début, quand je me suis installée ici, il y a 4 ans environ. Il n'est pas très touristique parce que peu de monde le connaissent. Après, bon, évidemment, il y a toujours quelques personnes. Mais c'est un petit chemin qui longe la mer et on l'empruntera tout à l'heure. On marchera un peu vers là-bas. Voilà. Donc ici, on est à La Jolla Cove. La Jolla Cove, c'est un parc marin qui est protégé comme les parcs nationaux en fait, donc on n'a pas le droit de pêcher, on ne peut pas l'abîmer. Et comme c'est protégé, ça attire beaucoup d'animaux. Ça attire, il y a des requins léopards
Oui, des requins léopards à une certaine période de l'année. Il y a des otaries, des phoques, on en verra d'ailleurs tout à l'heure. Et puis plein de jolis petits poissons. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour se baigner, pour se faire du snorkeling, le masque tuba, pour faire de la plongée sous-marine, là du paddle. Donc je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a des gens justement sur l'eau. Je zoomerai un petit peu tout à l'heure. Et puis ouais, super beau alors c'est vrai, hein. Et donc je zoomerai un peu tout à l'heure, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup d'activités là-bas. Il y a des petits gens, enfin des petites personnes qui font du canoë au loin. Elles viennent voir des grottes qui sont sous nous, sous nos pieds, enfin sous mes pieds. Mais je vous inclus aussi à aller sous nos pieds. Et on les verra tout à l'heure aussi. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc je vais faire un petit tour de gauche à droite, d'ici à ici, gauche à droite. Je vais essayer de zoomer. Alors je sais qu'il y a des problèmes de zoom avec quand je suis en live. Bon voilà, j'arrive pas à zoomer. Ah si, voilà, c'est ça. Et comme ça, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est et après on continuera. La visite dure 30 minutes, hein, j'ai pas spécifié, mais voilà. Donc ici, ici c'est Black's Beach. Black's Beach, c'est connu pour plusieurs choses. C'est connu parce que c'est la première plage nudiste qui a existé aux États-Unis. C'était dans les années 1970 et c'est toujours une plage nudiste. Donc c'est connu pour ça. Elle est un peu difficile d'accès. On peut pas y aller facilement. Enfin, on peut pas y aller en voiture par exemple. Il faut marcher, il faut descendre, il faut être assez en forme quand même. Et c'est connu aussi pour le surf. Les surfeurs viennent ici parce qu'il y a de très très belles vagues. C'est connu dans le monde entier. Et les surfeurs, eux, par contre, surfent habillés. En fait, je pense qu'ils peuvent surfer tout nus s'ils veulent, mais j'en ai jamais vu. Voilà, donc c'est connu pour ça aussi. Et au-dessus, alors là c'est Black, c'est la plage. Et là, hop, au-dessus, ça s'appelle La Jolla Farms. Et La Jolla Farms, c'est un endroit c'est l'endroit le plus riche de San Diego en fait. C'est là où il y a toutes les plus belles maisons. C'est dans les alentours de 20 millions de dollars. Donc c'est quand même pas mal et il y a des gens assez connus qui vivent. Enfin voilà, il y a par exemple le patron de American Apparel pour ceux qui connaissent. Il y a Alicia Keys qui a acheté une maison très récemment et qui habite là à l'année. Et donc c'est vraiment beau. J'ai eu l'occasion, je ne sais pas comment, un jour de rentrer dans une maison, en fait d'être invitée et je me suis dit mais comment on s'habille pour aller dans une maison de milliardaires? Je vous retourne la vidéo. Et je me suis habillée avec ma robe Calvin Klein toute rouge, magnifique, que j'avais achetée en seconde main à 23 $. Et je me suis dit, ok, là c'est bon, je suis prête pour aller chez un milliardaire. Et je suis arrivée, et en fait, tout le monde était en jean troué, vraiment bien relax, super sympa. Et il y avait un concert, un groupe qu'ils avaient fait venir du Texas, concert face à l'océan. Et voilà, et moi j'étais avec ma robe rouge, et je me suis dit bon tant pis, je suis française, c'est la classe à la française et j'ai assumé euh, à côté des autres, qui étaient en jean troué. Voilà, je retourne. Hop. Alors, ça c'est pour Blacks. Blacks en fait, et oui, juste un petit détail, Blacks, ça s'appelle comme ça parce que c'était une famille qui habitait là, c'était la famille Black et qui avait une ferme donc pour la Jolla Farm et Blacks pour la plage et ils avaient un accès privé à la plage. Voilà. Hop. Alors, je vais encore essayer de zoomer ici. Voilà, parce que ici, il est où mon doigt? Il est là. Là, c'est le pire. Ça veut dire pire, ça veut dire c'est la jetée en anglais. Oui, ou en français. Et ça a été construit, enfin ça a commencé à être construit en 1903. En fait, il y a 3 piers à San Diego. Il y en a 2 qui sont publics et celui-ci est privé parce qu'il appartient à l'Institut d'Océanographie, le Scripps Institute of Oceanography. Et il a commencé à être construit en 1903. C'est à l'initiative d'une philanthrope qui s'appelle Helen Browning Scripps. On voit son nom partout ici. Il y a des parcs, des rues, etc. Elle habitait ici. Et c'est elle qui a financé tout ce projet. Donc avec ce pier-là, il y a tous les bâtiments que vous voyez, ça appartient à l'Institut d'Océanographie. Et ça s'est développé vraiment partout sur la montagne. L'université de San Diego, UCSD, fait partie de cet endroit. Ah, j'avais pas vu, il y a des gens qui m'écoutent derrière. Bon, et donc l'université fait partie. Ils ont des programmes aussi d'océanographie. Et l'institut, lui, il a 6 bateaux aussi dans le monde entier qui font des recherches en fait dans les océans et c'est un des plus connus au monde, si ce n'est le plus connu. Voilà. Ici,
on continue. On est à La Jolla Shores. La Jolla Shores, c'est super. Si vous venez à San Diego, il faut vraiment venir ici parce que c'est là que les gens se baignent déjà. C'est là qu'il y a des petites boutiques, on prend des cours de surf, des petits restaurants en terrasse, donc c'est vraiment très sympa. C'est un quartier assez joli, assez aisé de San Diego. De toute façon, La Jolla, c'est assez aisé en général. Et donc voilà, c'est ici qu'il faut venir. C'est de là que partent les canoës et kayaks. Ah ben là on les voit bien. Ils se sont rapprochés pour venir dans les grottes, etc. Ce que vous voyez là les toits orange, c'est le tennis club de La Jolla. Donc le tennis club de La Jolla, c'est un club très privé. Pour y rentrer, c'est un hôtel en fait. C'est un hôtel, il y a 100 chambres, il a été construit en 1927 et pour y rentrer, il faut payer combien c'est? 70 000 dollars. Donc ça, c'est juste le prix d'entrée et après, chaque année, il faut payer entre 5 et 10 000 dollars pour garder sa carte de membre, tout simplement. Voilà, donc c'est sympa. Après, il y a un service de luxe, évidemment. Hein. Voilà, bon, bah, je continue, je vous fais juste en fait un petit tour. Est-ce que j'ai zoomé? Il faudrait que je dézoome. Mais pour dézoomer, on dirait qu'il faut que je revienne sur moi. Salut! Et que je reparte. Voilà, bon, on va faire ça. Donc ici, je vous remontre parce que c'est beau. C'est très très beau. Voilà. Hop, en fait, le parc, là, La Jolla Cove, le parc qui est protégé, il fait 24 km². Donc c'est quand même assez grand. Et vous verrez, on verra des animaux un petit peu plus tard en chemin. Voilà, alors je vais vous parler un petit peu maintenant en marchant du nom de La Jolla, parce que je suis sûre que la plupart d'entre vous disaient La Jolla avant de m'entendre le dire. C'est normal, mais ça se prononce à l'espagnol. Et pourquoi? Parce que en fait avant c'était espagnol, puisque ce sont les Espagnols qui sont arrivés ici en premier en 1542, et après quand le Mexique est devenu indépendant en 1810, c'était mexicain, donc tout ça, toute la Californie, c'était espagnol. Je fais une petite pause ici, parce que ici, vous voyez, attendez, je sais pas si vous voyez bien, ce sont des agavés. Les agavés, c'est ça qu'on utilise pour faire la tequila mexicaine. Vous voyez, on les reconnaît avec leurs petites piques, comme ça. C'est comme des yuccas, sauf que les yuccas, c'est lisse. Et ça a des petites piques. Voilà. Donc, je reprends pour la théorie. Voilà. Donc, c'est ça, c'était espagnol. Ensuite, c'était mexicain en 1810. Et en 1848, c'est devenu américain après la signature du traité de Guadalupe, après la guerre Mexique-États-Unis, donc 46-48. Donc finalement, ça fait pas longtemps du tout que c'est américain, depuis 1848. Et donc c'est pour ça que les Espagnols auraient donné ce nom de La Jolla, qui veut dire le bijou ou le joyau en espagnol, et que les Américains l'ont gardé, évidemment. Là, les jolies maisons qui ont vue sur l'océan, sympa. Et la deuxième théorie en fait du nom, ça viendrait de la tribu des Kumewai, qui sont les Premières Nations qui habitaient ici. Il y en avait environ 20 000 à l'époque, qui habitaient de Los Angeles à Ensenada, qui est une ville au Mexique, en Baja California, ça s'appelle. Et ils appelaient ça Huyawai. Et ça veut dire holes in the rock, donc ça veut dire trou dans la roche. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a des grottes sous nous. Et c'est vraiment comme des gros trous dans la roche. Donc voilà, ce sont les deux théories. Soit ça vient des Espagnols, soit ça vient des Premières Nations. Mais on ne le saura jamais. En tout cas, je vais retourner la caméra pour que vous puissiez voir mon joli visage. Voilà. Et pour l'histoire, alors, attendez, j'essaye de viser. Voilà. Pour l'histoire en fait de La Jolla, comment ça s'est construit? Donc ça a toujours fait partie de San Diego, mais San Diego c'est devenu une ville en 1850, quand la Californie est devenue un État. Parce qu'en 1848 c'est devenu américain, mais c'est vraiment devenu un État en 1850. Donc c'est ça, La Jolla est à peu près environ à 18 km au nord du centre-ville de San Diego. Et il y a deux frères en fait, ça a commencé par deux frères, Daniel et Samuel Sizer. Ils sont venus ici, ils ont acheté des parcelles de terrain, 40 hectares en fait, 40 hectares chacun, à 2,50 $ l'hectare. Et sachant qu'en 2000,
ce même hectare valait 4 millions, donc de 2,50 à 4 millions de dollars. Voilà, pour vous dire un peu les prix dans le coin. Et donc ils ont acheté ces parcelles, sauf que comme le train n'arrivait pas encore à La Roya, et c'était à 18 km au nord, ils n'arrivaient pas à les vendre. Et c'est que 20 ans plus tard, en fait en 1885, qu'il y a un financier de New York qui est venu et qui a acheté les parcelles pour 10 dollars l'hectare. Et là, le train commence à arriver, donc il a réussi à revendre ses parcelles, et La Roya est devenue tranquillement La Roya, cette station balnéaire assez touristique, très jolie. Et puis, oh là là, il y a des otaries là-bas, je vous montrerai après. donc voilà, La Roya est devenue La Roya grâce à ces hectares qui ont été vendus, des petites maisons qui ont été construites. Et voilà, je vais retourner ici. Super. Alors, là on arrive plus dans la ville. Voyez. Et on est devant le Cave Store. Le Cave Store maintenant c'est un magasin de souvenirs, mais avant c'était un Allemand qui habitait ici en 1902. Et là, comme je vous disais, on est encore sur ces fameuses grottes. Et lui, il avait carrément une grotte sous sa maison. Et il s'est dit, bah tiens, je vais l'utiliser. D'ailleurs, je vais vous montrer la photo. Je vais utiliser ça et je vais en faire un lieu touristique. Et je vais faire creuser un tunnel sous ma maison pour que les gens puissent payer l'entrée et aller voir la grotte de la terre, parce que sinon elles sont accessibles que par la mer. Alors il a employé 2 Chinois, et pendant 2 ans, ces Chinois ont creusé un tunnel et qui était accessible, donc la grotte est devenue accessible par une corde. Les gens descendaient par une corde. Et maintenant, par contre, on peut toujours y descendre dans ce magasin de souvenirs. Et il y a 147 marches pour descendre. C'est assez humide et il faut faire attention, mais c'est assez intéressant parce que on peut voir des phoques, des crabes. Alors, je ne sais pas si avec le soleil vous allez bien voir. Je vais essayer de me mettre ailleurs. Mais ça, c'est la vue de la grotte à gauche, quand on est à l'intérieur. Et à droite, en fait, c'est de là d'où vient le nom. Cette grotte, elle s'appelle Sunny Jim Cave. Cave, ça veut dire grotte. Et Sunny Jim Cave, en fait, c'est un personnage d'une boîte de céréales. Et celui qui a donné le nom, c'est Frank Baum, celui qui a écrit Le Magicien d'Oz. Il habitait quelque temps à San Diego. Et il trouvait que, justement, cette grotte ressemblait à Sunny Jim, qui était sur ses boîtes de céréales quand il était enfant. Donc, je vous laisse juger par vous-même. Voilà, c'est ça. Donc on va continuer. Ici à gauche, donc derrière ces maisons, c'est Prospect Avenue. Prospect Avenue, c'est un peu le Champs-Élysées de San Diego. C'est là où il y a les plus jolies boutiques, les galeries d'art. Il y a le premier National Geographic qui a été ouvert ici, la boutique, avec de très belles photos, les plus beaux restaurants. On se fait des happy hour, des 5 à 7 ici face au coucher de soleil, parce que les restaurants sont chers, mais ils offrent quand même des happy hour accessibles, donc vraiment accessibles à tous. Si jamais vous venez ici, quand ça sera réouvert, il ne faudra pas manquer ça. Alors, ici, je vais essayer de... Ok, Rosalie, merci. Ici, là, c'est dans l'ombre un petit peu, mais c'est la seule grotte visible de cet endroit. C'est la Clams Cave. J'essaye de me déplacer pour que vous puissiez... voir, mais j'ai pas l'impression. Mais bon, en tout cas, c'est pas grave, c'est une grotte. Voilà, et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en canoë, qui passent dessous, qui viennent en paddle. Si vous entendez aboyer, c'est une otarie en fait. Il y en a qui sautent là. Et voilà, donc ils viennent en paddle, les gens ils traversent. Là, je vois des canoës qui arrivent. Ils traversent et puis c'est vraiment bien parce que c'est ça. Les animaux s'amusent à l'intérieur et puis en canoë, on peut venir les voir. Moi, je ne suis pas très fan de cette expérience en canoë, mais les gens, en principe, adorent. Donc, c'est juste moi. Voilà. Je retourne un petit peu. Voilà, je vais continuer. Je vais avancer un petit peu. Ici, là, à San Diego, aujourd'hui, il fait 21 degrés. On est vraiment bien. Il fait pas chaud, mais pas froid non plus. Il y a une petite brise et c'est pratiquement tout le temps comme ça. C'est juste le soir, pour le coucher du soleil, quand le soleil se couche plutôt, il commence à faire un peu frais. Mais sinon il fait toujours bon et presque toujours soleil. Ah tiens, je vais encore retourner. Là, pour que vous puissiez voir les canoës. En fait, c'est quand même joli parce que ça apporte de la couleur aussi. Avec les paddles, ils se rencontrent. Quelle belle vie quand même. Il y a des gens qui plongent. Ici,
ici, ce sont des maisons, en fait, avant, ça appartenait à la Green Dragon Colony, la colonie du dragon vert. C'était une femme en 1890, une institutrice, qui a fait construire 12 chalets. 12 chalets ces chalets étaient habités par des artistes, des créatifs, en fait, des auteurs, des poètes, des peintres, etc. Et puis, finalement, ces chalets, après, le dernier a été détruit en 1990, ça a été vacant jusqu'à présent, et maintenant ils ont construit ces petites maisons, pareilles, face à l'océan, qui sont là pour être louées pour les vacances. Si jamais ça vous tente, après c'est un budget, hein. Faut savoir que c'est quand même un budget, voilà. Alors on continue. La Roya, c'est pas juste connu parce que c'est riche et parce que c'est joli, mais c'est aussi connu pour sa vie sauvage. Il y a beaucoup de photographes qui viennent ici et beaucoup de... Ouf, il y a du vent. J'essaie de ne pas tout faire envoler. Ah voilà, le meilleur endroit, voilà, ici, super. En fait, je vais zoomer pour que vous puissiez voir mieux. Il y a plein de pélicans ici. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Les pélicans, je vais vous dire quelques faits sur les pélicans. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup à La Roya. Et j'essaie juste de viser, désolé. Voilà, il y en a vraiment beaucoup et en fait ils sont là toute l'année. Ils font environ 12 kilos. Eux, c'est les plus petits de l'espèce des pélicans. Et c'est les pélicans bruns, ça s'appelle. Et en fait, ils mangent des poissons. Donc ils vont plonger à 10 mètres sous l'eau. Ce qui est pour nous est beaucoup, mais en fait pour les oiseaux qui pêchent, c'est pas énorme. Et ils vont ramasser toute l'eau et les poissons. Je sais. Ah, il y en a d'autres là. Ils vont ramasser l'eau et les poissons et en fait, quand ils sortent de l'eau, ils vont ressortir l'eau de leur bec. Ils vont garder les poissons qu'ils vont avaler directement dans leur estomac et leur estomac étant leur centre de gravité. Du coup, il ne faut pas qu'ils avalent de travers pour pas plonger et tomber. Voilà. Donc c'est ça. Ils volent environ à 45 km/h et ils sont là toute l'année. Donc là, il y a aussi des cormorans, mais je vais essayer d'aller à un endroit. Vous avez vu celui qui a volé ou je l'ai raté? Bon, en tout cas, je sais pas. Voilà. Il y a des cormorans aussi. Je vais voir si un endroit c'est plus joli pour les voir. Les cormorans, ce sont des oiseaux noirs. Eux, comparés aux pélicans, en fait, les pélicans vont à 10 mètres en dessous de l'eau et les cormorans... Ah ben non, ben là, il n'y en a pas, désolé. En tout cas, il y a d'autres oiseaux ici. Les cormorans, ils vont à 30 mètres pour pêcher, alors que les pélicans vont juste à 10 mètres. Et en fait, quand ils sortent... Ok, merci, on a vu. Super. Quand ils sortent de l'océan, comment dire, ils étalent leurs ailes. Non, c'est pas ça. En tout cas, ils déploient leurs ailes. Ils déploient leurs ailes pour les faire sécher. En fait, elles sont designées pour justement aller plonger et donc quand ils sortent, hop, ils les font sécher en déployant leurs ailes. Donc c'est rigolo, on les voit déployer leurs ailes. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire là, déployer mes ailes, mais vous le voyez pas. Et ceux-là, ils sont noirs, mais certains, je sais plus si c'est les femelles ou les mâles, ils ont un cou bleu, mais un bleu très très joli. C'est vraiment c'est impressionnant ce bleu d'ailleurs de voir ça. Là, hop, déjà on voit des otaries. Trop joli. On passerait des heures à les regarder. Hop, voilà. Je vous remets ici. Alors, ici on arrive à la piscine un petit peu de San Diego. Ici on a le droit de se baigner. C'est un minimum protégé aussi parce qu'on ne peut pas venir ni en canoë, on ne peut pas utiliser des matelas pneumatiques ou quoi que ce soit, on ne peut pas faire du paddle. On peut juste faire de la plongée. Plongée sous-marine ou snorkeling, masque tuba et nager tout simplement. Et en fait, ce qui est génial ici, c'est que quand on fait de la plongée ou du masque tuba, on va nager avec des otaries. Et ça, c'est quand même assez rare. Enfin, c'est pas partout qu'on nage avec des otaries. Et je l'ai fait une fois. C'était super. En fait, parce que ça fait peur à la fois et puis je sais pas, c'est génial quoi. On joue, en fait ils ont envie de jouer avec nous, surtout les bébés. Et par contre les adultes, vous verrez tout à l'heure, ils sont quand même assez gros et donc c'est impressionnant. Je me suis retrouvée à côté d'une otarie, j'ai tourné la tête, elle était juste à côté de moi et c'était vraiment impressionnant.
Voilà. Donc là, je m'arrête ici juste un instant pour vous montrer une photo. Un instant, il faut que je la prenne. Voilà. Donc ici, il y a un rocher là. Voilà, là c'est un rocher, puis là il y a le plus gros rocher. Et en fait, avant, ça formait une arche. Et ça s'appelait Stone Arch. Et là, on voit la photo. Attention, photo d'époque. Ici, l'arche elle était ici. Et ça s'est effondré en fait avec l'érosion. Voilà. Donc, on continue et là on va commencer à voir des otaries, enfin dans un petit moment, mais du coup, ici à San Diego, on a la chance d'avoir pas seulement des otaries, mais des phoques aussi. Alors, je suis sûre que personne ou peu de gens connaissent la différence entre les phoques et les otaries. Alors, les otaries, les phoques, ils ont des trous à la place des oreilles, et quand ils vont dans l'eau, ces trous se bouchent, alors que les otaries, elles ont des petites oreilles. Donc, on les reconnaît déjà comme ça. Ensuite, les otaries ont des petites pattes, des nageoires avant, en fait, pour se déplacer. Donc, elles ont leur nageoire avant et leur queue, leur nageoire arrière, pour se déplacer. Alors que les phoques, ils n'ont pas vraiment de nageoire avant, ils se déplacent juste avec leur nageoire arrière. Donc c'est comme des petites boules de graisse et de muscles qui se déplacent avec une petite nageoire. Et voilà, lifeguard station, parce qu'il y a quand même des lifeguards. Vous voyez comme la Californie est quand même bien confinée. Oui, c'est ironique. Et ensuite, quelle différence encore? Les phoques, ils grognent alors que les otaries aboient. Les otaries sont très bruyantes, les phoques beaucoup moins. Et voilà, donc ça ce sont les différences pour les reconnaître. Après, il y a une polémique aussi à San Diego, c'est que l'été, quand il fait un peu plus chaud, il y a les odeurs des phoques qui ressortent. Donc les odeurs des phoques et les cacas d'oiseaux, parce que tous ces rochers blancs que vous voyez, ils sont blancs à cause des cacas d'oiseaux. Voilà. Donc il y a un peu une polémique, parce que certaines personnes disent oui mais il faut qu'on spraye tout ça, faut qu'on nettoie, etc. Et bon, la plupart des gens disent bah non, c'est la nature, hein, on va pas faire ça. Donc pour l'instant, ça sent toujours très fort. Aujourd'hui, ça va, on a de la chance. Vous ne sentez rien. Donc voilà. Mais chaque année, il se passe tellement rien à La Jolla qu'il y a un article dans le journal qui sort en disant est-ce qu'il faut nettoyer les cacas d'oiseaux et mettre du parfum aux phoques. Voilà. Et là, on arrive. Oula, j'ai failli tomber. À mon endroit préféré. Donc ici, toute l'année, il y a des phoques et des otaries. Enfin, plus des otaries d'ailleurs dans cette partie-là. Et il y en a beaucoup plus d'habitude même. Et là, depuis quelques jours, ils doivent être dans la mer ou je ne sais pas où. Il y en a un petit peu moins, mais on va en voir quand même. Et franchement, on passerait des heures à les regarder, quoi. Parce que parfois, ils jouent avec les gens. Bon, les gens en principe sont assez respectueux et s'approchent pas trop parce que ce sont les habitants du coin en fait, hein, les otaries, donc il faut juste pas trop s'approcher, leur laisser la liberté de vivre. Il y en a qui abusent un peu, mais bon, la plupart des gens sont respectueux. Mais donc ces otaries-là jouent avec les humains de temps en temps, puis on les voit sauter, parfois on voit des bébés qui têtent les mamans, et je vais essayer d'aller à l'endroit où il y en a le plus. Regardez comme c'est joli. Non mais on passerait vraiment des heures. Regardez le bébé phoque là, vous voyez ? Des heures à les regarder quoi. Ils se font des bisous, ils se battent. Et ah oui, mais j'ai pas pensé à vous dire d'ailleurs, en fait une des différences entre les phoques et les otaries, c'est que les otaries, les mâles otaries, et là il n'y en a pas aujourd'hui, font environ 270 kg, donc c'est énorme. Donc imaginez nager à côté de ça quand on fait la plongée. Et les femelles font 90 kg. Ah si, il y a un mâle là-bas. Elles font 90 kg comme les phoques. Donc femelle otarie phoque 90 kg et mâle otarie 270. Boum. Voilà. Je vais m'approcher parce qu'il y a un mâle là-bas. J'aimerais que vous voyez, c'est énorme. Vous les entendez aboyer là? C'est trop mignon. Regardez. Les bébés là-bas, les bébés dans l'eau. Et là, le mâle, il est là-bas, là, ici. Il est recouvert par l'eau, on dirait un rocher, mais c'est un animal.
Et en fait, donc d'ici à San Diego, on voit des baleines aussi et des dauphins de temps en temps. Ah, ben il y en a plein là-bas. On voit des baleines et des dauphins. Et les baleines, c'est de octobre à avril environ, parce que elles descendent de l'Alaska et elles vont au Mexique pour faire leur bébé. Donc elles descendent en octobre. Et ensuite elles font leur bébé au Mexique, et ensuite elles remontent tranquillement vers l'Alaska. Et d'ailleurs, je sais pas si vous m'entendez tellement ils aboient fort. Et d'ailleurs, l'eau n'est pas très chaude, n'est jamais très chaude en Californie, parce qu'elle vient d'un courant en Alaska. Donc maximum, disons, elle va faire 21 degrés, l'hiver elle va faire 13-14. Donc si on vient du sud de la France, on a du mal à se baigner comme moi. Si on vient de Bretagne, l'eau est parfaite. Regardez lui, coucou. Et là il y a un autre petit bébé. Voilà. Donc c'est la fin de cette visite que j'ai faite en 30 minutes, parce que c'est une visite que je fais en 2 heures. Il y a beaucoup plus de choses d'habitude, mais c'est pour vous donner un petit... Ah, mince, je sais pas ce que j'ai fait. C'est pour vous donner une petite idée de ce que c'est La Jolla, San Diego. Je ferai peut-être d'autres visites, d'autres endroits. Et voilà, parce que... Encore une petite présentation finale. Je suis guide à San Diego et je suis guide dans l'Ouest américain. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais retourner quand même la caméra. Merci. Je vais retourner la caméra pour que vous puissiez voir encore des petits phoques s'amuser. Là, eux, ils sont trop mignons.